Nous sommes égaux et avons droit aux mêmes possibilités. Nous ne laisserons personne nous retirer nos droits. Nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne rendrons pas nos armes. On en a ras-le-bol. Nous demandons la liberté. Nous ne nous arrêterons point tant que nos demandes n'ont pas été satisfaites. En 2011, une révolution s'est déclenchée à travers le Moyen-Orient. Le peuple a réclamé liberté, démocratie et dignité et a demandé de mettre fin au régime autoritaire et à la corruption. La détermination et l'espoir régnaient. Nous devons saisir cette dynamique. J'ai 18 ans, ok ? Je suis ici pour me battre pour ma liberté et pour mon pays. Nous avons nos droits et nous allons nous battre pour nos droits. C'est notre pays et nous allons le libérer de nos propres mains. Nous pouvons le faire. C'était un moment historique extraordinaire. On ne parlait pas d'hommes, de femmes. On ne parlait pas de musulmans et de chrétiens. Rien de ce genre. On se soutenait les uns les autres. C'était quand cette bataille s'est terminée, a été remportée, quand la mission s'est accomplie, que les différences ont commencé à se montrer. Des régimes en place depuis des décennies se sont effondrés. D'autres dans la région ont observé d'un œil méfiant. Les femmes qui se sont battues main dans la main avec les hommes pour la démocratie se sont soudain retrouvées mises à l'écart quand l'heure est venue pour la formation de nouveaux gouvernements. Elles ont été réduites au silence. L'exclusion des femmes n'est pas propre au Moyen-Orient. Des militantes dans d'autres pays ont vécu des situations similaires. Les hommes mettent les femmes à l'écart, une fois la bataille remportée. Parce que pour eux, c'est une question de pouvoir, et le pouvoir n'est pas à partager. Les femmes doivent s'organiser. C'est ensemble que nous pouvons former une force réelle. Les femmes doivent comprendre cela. Nous devons nous battre non seulement pour la démocratie, mais aussi pour les voix des femmes dans le système démocratique. Un mouvement pour la démocratisation n'implique pas nécessairement un mouvement qui inclura les femmes en termes d'égalité dans les lois. President Hosni Mubarak has stepped down, bringing his 30-year rule to an end. Ces moments, soi-disant révolutionnaires, qui sont les moments fondateurs d'un nouvel ordre, sont très importants, car ils ouvrent les portes aux nouvelles possibilités, mais ils sont aussi très dangereux. J'ai participé aux élections, mais ceux qui sont arrivés au pouvoir nous ont oubliés. Nous voulions que la révolution apporte liberté et dignité, mais nous sommes revenus à la case départ. Les décennies de règne autoritaire ont entravé le développement de forces démocratiques et ont laissé peu de place à la mobilisation politique. Les lieux de culte protégés par la religion ont de leur part pu prospérer comme des centres d'activité politique intégristes. Les forces progressistes voulaient une société démocratique et libre. Mais en réalité, elles ne savaient pas du tout comment y parvenir, comment créer ce genre de société. Quelles seraient les structures de base sur lesquelles une telle société serait fondée et n'avaient pas le temps qu'il fallait. Vous pouvez immédiatement demander au peuple de se rendre aux urnes et d'y déposer leur vote, mais vous n'avez pas suffisamment de temps pour construire les infrastructures qui feront que ces votes seront réfléchis et que les décisions prises reposeront sur des objectifs clairement établis. Les conservateurs religieux déterminés à créer un État théocratique avaient les réseaux, l'organisation et les ressources financières nécessaires pour se mobiliser rapidement et combler le manque de leadership. Des ressources qui étaient rapidement fournies par les autres États intégristes de la région. Leur message était simple, mais important. Dieu est de notre côté. Voter pour nous, c'est voter pour l'islam. Nous sommes ici pour appliquer la charia de Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons suivre sa loi islamique.
Je ne comprends pas ceux qui parlent de philosophie et principes insignifiants et d'autres sottises. Notre demande est claire. Il faut appliquer la charia islamique. Après une longue histoire d'élections truquées et l'émergence rapide de nouveaux partis politiques, le peuple s'est tourné vers ce qu'il connaissait, ce en quoi il pouvait avoir confiance, sa religion. Les islamistes leur ont promis des solutions à tous les problèmes de la société. Par conséquent, ils ont remporté les élections en Tunisie, en Égypte et au Maroc, devenant ainsi les auteurs des nouvelles constitutions et lois, qui, une fois écrites, seraient difficiles à changer. Les femmes en particulier ont beaucoup à perdre si des partis non démocratiques et orientés vers l'islam se saisissaient du pouvoir et s'imposaient, au lieu de permettre à une voix pluraliste d'être entendue à travers le pays. Les acquis des femmes seraient en grand danger et dans certains cas retirés, parce que les droits octroyés peuvent facilement être retirés. Quand les gens sont dans une certaine position, ce qu'ils disent et ce qu'ils font changent complètement quand ils arrivent au pouvoir. Par exemple, quand Khomeini était en exil, il répétait sans cesse que les religieux ne convoitaient pas le pouvoir de l'État. Mais nous savons tous ce qui s'est passé une fois qu'il avait connu le goût enivrant du pouvoir. Non seulement ont-ils pris les rênes de l'État, mais les moindres détails de la vie des gens étaient dictés par les islamistes. Le pouvoir des forces conservatrices intégristes a toujours repoussé les droits des femmes. Celles-ci appartiennent à la sphère privée, alors que les hommes appartiennent à la sphère publique. Ils se concentrent sur la complémentarité, à savoir que la femme est le complément de l'homme et non point un être humain indépendant à part entière. Ils sont alors indignés par tout ce qui amène les femmes à une position d'égalité et le rejettent. Dans les pays en transition, je pense que le rôle des femmes est un test. Parce que si l'égalité à part entière n'existe pas pour les femmes, vous pouvez vous assurer qu'elle n'existera pas non plus pour les minorités. La région du Moyen-Orient et Afrique du Nord regroupe un nombre de pays divers, avec des économies diverses, des systèmes de gouvernance et de législation différents et des cultures locales variées. Mais dans la plupart de ces pays, les femmes ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes, ni socialement, ni légalement. Historiquement, ceci était vrai partout dans le monde. En Europe, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'au début, voire le milieu des années 1900. Aux États-Unis, ce n'était qu'en 1920. Alors que, depuis beaucoup de régions, ont fait des progrès notables en termes d'égalité des droits. La majorité des pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, n'en ont fait aucun. Les progrès au niveau de l'éducation et de l'accès aux soins de santé pour les femmes n'ont pas résulté en l'augmentation de la participation ou de la représentation de celles-ci dans les milieux politiques et sur le plan économique, là où nous savons que le pouvoir y est. Nous nous trouvons alors à un stade où le système patriarcal prévaut, où les institutions et les gouvernements sont patriarcaux. Si vous prenez tout cela en considération, vous constatez à quel point la vie et le corps de la femme sont sous l'hégémonie de ce système patriarcal. Preuve en est les codes de la famille. Ces codes fortement influencés par les lois religieuses régissent tous les aspects de vie de la femme. Le droit de travailler, même le type d'emploi, le droit de se marier, le droit de divorcer, les droits de propriété, l'éducation, l'héritage, la garde des enfants, même le droit de transmettre sa nationalité. Tout cela au nom de la coutume et la tradition. Les gouvernements islamistes ne semblent avoir aucun problème avec la modification des lois
alors qu'ils deviennent plus modernes et participent au monde industriel et mondialisé. Ils changent les codes de commerce, les lois économiques et les lois relatives à la politique. Mais quand il s'agit de la femme, tout d'un coup, seule la charia s'applique, voire la loi de la charia telle qu'elle est interprétée par une élite religieuse bien spécifique. Contrairement aux révolutionnaires appelant à la liberté et à la démocratie, les intégristes s'emploient à ancrer la loi de la charia dans leur nouvelle constitution, avançant ainsi la tendance d'utiliser la religion comme source de législation plutôt que les principes d'égalité et des droits de l'homme. Nous avons préparé une constitution entièrement islamique, qui ne contient rien que l'islam. Elle ne relève point des philosophies grecques, perses ou indiennes. Non seulement cela menace-t-il les femmes, mais aussi les minorités, et confie l'interprétation des lois à un petit groupe de dirigeants religieux. Nous avons obtenu beaucoup d'acquis dans le passé. Nous espérons qu'ils ne nous seront pas retirés, comme le cool. Durant des années, les femmes ont souffert dans les tribunaux. Pourquoi veulent-ils nous priver de ce droit? Les intégristes religieux, résolus à faire machine arrière, ne veulent pas seulement retirer aux femmes le droit de divorce, ils appellent d'eux-mêmes au rétablissement des pratiques telles que la polygamie et la mutilation génitale féminine, des pratiques dangereuses et nuisibles aux femmes. La règle qui limitait le nombre d'épouses à une seule va à l'encontre de la charia et devrait être bannie. J'aime l'opinion de Jalil à propos de n'avoir pas une femme, mais 2 ou 3. Je pense que c'est juste, puisque c'est la charia qui le dit. En Égypte, les intégristes religieux récemment élus appellent à l'abaissement de l'âge légal du mariage pour les filles, de 18 ans à aussi jeune que 9 ans. La violence à l'encontre des femmes est intrinsèquement liée au statut général des femmes dans la société. Il ne s'agit pas simplement d'un tort causé, bien que les gouvernements soient très heureux de l'accepter en tant que tel, parce qu'ils peuvent être bienveillants et trouver des moyens de prévenir la violence et de protéger la femme de la violence. Mais le défi est d'insister sur le fait que ce n'est pas uniquement un tort causé, mais que la position subordonnée de la femme est l'enjeu principal ici. Alors, à moins que les structures patriarcales ne soient remises en cause, les femmes seront toujours la cible de différentes formes de violence. Notre dignité nous est arrachée chaque fois que nous prenons les moyens de transport en commun. C'est utilisé dans toutes les sociétés conservatrices pour exclure les femmes de la vie publique. Parce que si vous faites partie de la vie publique, cela veut dire que les hommes peuvent vous harceler. Des centaines de manifestants se sont réunis à l'extérieur d'un tribunal central à Tunis, la capitale de la Tunisie, pour apporter leur soutien à une femme de 27 ans qui a été accusée d'avoir enfreint les lois sur l'indécence après avoir été prétendument violée par des officiers de la police. Cette affaire a fait la lumière sur les craintes que le pays, traditionnellement laïque, pourrait tomber sous l'influence des intégristes islamistes. Depuis les révolutions, les actes de violence et d'intimidation à l'encontre des femmes lors des manifestations publiques ont augmenté à travers la région. Certains ont même été commis par les forces gouvernementales. Cette vidéo montre des soldats qui battaient et déshabillaient une jeune femme. D'autres par des bandes de jeunes hommes. Une jeune étudiante en journalisme a fait l'objet des pires formes d'agression sexuelle par un groupe d'hommes. La plupart d'entre eux ne sont pas poursuivis, ce qui envoie un message perturbant, selon lequel tout est permis avec les femmes dans la vie publique, notamment les militantes. Il est complètement clair que certains parmi eux veulent effrayer les femmes pour qu'elles quittent la place. La plupart du temps, elles forment une longue chaîne et se déplacent ensemble, les mains sur le dos l'une de l'autre comme un train. Ils ont attaqué les filles, ils leur ont arraché les vêtements et les ont agressées sexuellement.
Nous sommes allés au secours de la fille et soudain ils ont tous sorti les armes, les couteaux à cran d'arrêt et les poignards. Ceux qui n'avaient pas d'armes ont retiré leur ceinture pour nous battre avec. Nous avons reçu un tas de rapports sur les incidents d'agression sexuelle et nous pensons qu'ils ont tous été effectués de la même manière. Nous considérons de plus que ces agressions sont organisées, mais cela ne nous empêchera pas d'aller sur la place parce que nous devons exposer ceux qui sont derrière tout cela. Dans une société comme en Libye par exemple, ou en Syrie à présent, les femmes sont violées et sont réellement des victimes, non seulement parce qu'elles sont des citoyennes d'un pays en conflit, mais aussi parce qu'elles sont des femmes au sein de ces sociétés. En Égypte, tout un groupe de militantes pour les droits de la femme avait lutté pendant des années pour une amélioration, même minime, de la législation. Elles ont, par exemple, réussi à obtenir le droit de divorce sans notion de tort, le khul. Cependant, le régime s'est approprié ces réussites et la loi fut ainsi nommée la loi de Suzanne Moubarak. Cela a résulté en ce qui pourrait être appelé le syndrome de la première dame et l'ordre du jour des droits de la femme a été approprié par la machine nationale. Par conséquent, les détracteurs prétendent à ce stade que ces droits étaient tout simplement les dispositifs d'un régime corrompu. C'est le résultat du contre-coup quand on tente de paralyser les femmes, de leur dire qu'elles n'ont aucun pouvoir, qu'elles ne peuvent produire aucune différence et qu'elles ne peuvent pas changer leur propre vie. Nier ces changements et nier le rôle de la femme dans ces changements est l'une des stratégies employées. À cause de l'emplacement stratégique de la région et de son abondance en pétrole, les questions géopolitiques ont eu une histoire longue et compliquée, aggravée par l'héritage du colonialisme et des politiques de la guerre froide. Historiquement, les pouvoirs internationaux se sont focalisés sur la stabilité politique et les intérêts commerciaux, souvent au détriment des droits de l'homme et de la démocratie. Puis, en 2001, les intérêts géopolitiques ont changé de dimension. Après le 11 septembre, la sécurité nationale est devenue la préoccupation principale et la sécurité humaine a été négligée. Les groupes de femmes, et les droits de la femme en particulier, sont devenus les cibles. Non seulement parce que la bonne volonté des États a diminué à cet égard, ou parce qu'ils ne sont plus prioritaires, mais aussi parce que tout le discours sécuritaire a créé de nouveaux acteurs politiques radicaux pour qu'ils soient plus efficaces partout dans le monde. Il semblerait que les droits de la femme et la géopolitique sont aux antipodes, mais ils ne le sont pas. Je crois que beaucoup de choses seront sacrifiées et ignorées au nom de la géopolitique. C'est-à-dire que si ces nouveaux régimes dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, obéissent aux principes de l'économie du marché, en suivant un ordre du jour largement favorable aux pouvoirs occidentaux, personne n'ira regarder de près ce qu'ils font à l'intérieur du pays. Ceci met en danger ces démocraties émergentes, ainsi que le futur des droits de la femme et des minorités. C'est le soutien international qui fait la différence. Si les peuples à travers le monde comprennent l'enjeu et que le rôle de la femme est intrinsèquement lié à la possibilité de vivre dans une société moderne et démocratique, une société développée et accompagnée d'un bien-être économique, et que ce genre de société est indispensable à la paix et à la sécurité de tous partout dans le monde.
La militante Amal Abdelhadi dit qu'il est temps pour que les femmes qui constituent la majorité de la population égyptienne obtiennent les droits égaux. Aucune discrimination sous aucun prétexte, que ce soit le genre ou la religion. Le défi principal pour l'Égypte est le même que pour les autres pays arabes dans lesquels l'islam politique accapare le pouvoir. Ces forces n'autorisent pas une réelle participation de la femme. Par ailleurs, s'ajoute à cela le fait que les islamistes ont une portée communautaire large, notamment dans les régions les plus pauvres, ce qui rend d'autant plus difficile la participation de la femme. En Tunisie, les intégristes ont essayé d'inclure le concept de complémentarité dans leur nouvelle constitution afin de définir légalement le statut de la femme dans la société. Cependant, les militants se sont organisés et ont réussi à contrecarrer cette mesure. Mais en Égypte, la femme a été complètement exclue du comité constitutionnel suite à un coup de force par les partis islamistes. La façon dont notre pays a été dirigé jusqu'alors ne permet pas l'inclusion et la participation de la femme dans la prise de décision. Nous croyons que dans une nouvelle Égypte démocratique, cela serait révolu. En Jordanie et au Maroc, des pays qui n'ont pas connu un changement de régime, des militants pour les droits de la femme appellent à la réforme de la Constitution depuis des décennies, mais font face à une résistance bien connue. Une grande partie de nos recommandations a été prise en considération, mais au dernier moment, ils ont retiré un mot qui était essentiel pour les droits de la femme, à savoir l'égalité entre les citoyens, quelle que soit leur religion, langue, race ou sexe. Ils ont enlevé le mot « sexe ». Certains parmi eux, bien sûr, ont dit « tous les citoyens » veut dire tous les hommes et les femmes du pays. Mais si c'est la même chose, alors pourquoi l'avez-vous enlevé? C'est vraiment très inquiétant de voir que les pouvoirs traditionnels misent toujours sur la supériorité de l'homme face à la femme dans la société. Mais au Maroc, les militants ont réussi à contrecarrer les arguments religieux conservateurs de longue date. Nous avons pu nous fonder, nous baser, utiliser les lectures qui ont été faites par d'éminents savants musulmans qui ont démontré qu'on peut vivre dans des pays musulmans tout en étant des pays modernes et tout en ayant donc accès aux libertés et aux droits fondamentaux. Leurs efforts ont mené à des réformes qui non seulement garantissaient l'égalité entre hommes et femmes, mais stipulaient également que le droit international remplace le droit national à l'égard de ces questions. Le fait qu'on reconnaisse dans la Constitution l'égalité homme-femme de façon claire, notamment dans les droits civils, parce que c'est là où il s'agit des libertés individuelles, etc., eh bien pour nous, ça a été une grande avancée. Il y a une volonté politique, mais il y a aussi une très grande mobilisation du mouvement des femmes. Nous savons travailler ensemble et nous savons aussi faire des alliances et faire des stratégies pour pouvoir donc avoir un impact sur la rue, mais aussi un impact sur ceux qui décident. Le changement constitutionnel a été un énorme succès. Mais l'application de ces droits demeure un défi. Après la victoire des islamistes aux dernières élections, les militants sont certains qu'ils feront face à plus de résistance. Avec la montée du PJD, la situation des femmes va s'empirer. Nous voulons des gens modérés, et ces islamistes ne le sont point. Ils ont tous des opinions extrémistes à l'égard des femmes. Donc c'est ça en fait ce qui est intéressant à observer actuellement au Maroc, c'est comment ils vont gérer ces contradictions donc, entre une constitution qui est très claire sur les valeurs et, disons, leurs propres valeurs qui sont, disons, plutôt l'islam, la spécificité culturelle, la famille, etc., etc. Je pense qu'ils doivent évoluer parce que sinon ils ne peuvent pas gérer ces contradictions et ces paradoxes. Le Maroc a avancé, on ne peut pas revenir à 20 ans en arrière. Et donc, ils seront obligés aussi d'évoluer. RSS Chief Mohan Bhagwat has gone a step further.
In a speech in Indore, he said that women must restrict themselves to household work. And in Madhya Pradesh, a BJP minister, Kailash Vijaywargiya, said, rape is punishment for women who cross the limits of decency. This shy 8-year-old girl has become the face of a national battle against extremist ultra-Orthodox Jews. Israel is outraged by the story of Naama Margolis, a second-grade student who fears walking to her religious girls' school because of ultra-Orthodox radicals who have cursed and spat upon her for dressing in a fashion they consider immodest. Le domaine politique a changé à cause de la présence beaucoup plus forte du radicalisme religieux. Nous parlons beaucoup de l'islam et nous oublions parfois le radicalisme chrétien avec les églises évangélistes, l'Église catholique et leurs alliances sacrées sur de nombreuses questions. Encore une fois, en particulier quand il s'agit du corps de la femme et de son droit de disposer de son corps. Qu'est-ce que cela fait d'elle? Une pute, n'est-ce pas? Après cette énorme tempête causée par les propos controversés de Rush Limbaugh sur son émission de radio concernant une étudiante de l'université de Georgetown au cœur de la lutte pour les droits de contraception et les droits religieux. À présent, aux États-Unis, le mouvement de l'extrême droite qui est en montée remet en question la santé reproductive de la femme, ainsi que les choix qu'elle prend, et lance des propos complètement incroyables envers les jeunes femmes qui ne savaient même pas que l'utilisation de moyens contraceptifs était sujette à débat. Elles croyaient que c'était un droit que les femmes avaient acquis et qu'elles le garderaient pour toujours. Nous devons alors défendre ce que nous avons acquis. Les structures de pouvoir, la façon dont la femme est traitée et la manière dont la femme a été positionnée sont très similaires, malgré les différences de style et d'implémentation. Ce n'est qu'à travers notre solidarité, par-delà des frontières, par-delà des religions, par-delà des cultures, qu'il nous sera possible de changer cette situation. Où est la voix de la femme pour définir une compréhension différente de la religion? C'est le moment pour le faire. L'essentiel est de reconstruire les pouvoirs sur le terrain et de renforcer les capacités des femmes et des hommes qui sont réellement pro-démocratie et qui se battent pour leur droit d'être unis et de travailler ensemble pour voir certains changements. La démocratie est une œuvre en progression et a besoin de soutien, surtout là où les forces anti-démocratie sont très bien organisées et riches en ressources. Nous devons donc soutenir le développement de progrès économiques et sociaux et le renforcement des compétences. Je crois que la femme doit participer à tout cela. Ce genre de choses coûte beaucoup moins cher que la guerre, beaucoup moins cher que tout type de conflit. C'est dans l'intérêt de tous. Des années de travail acharné sont nécessaires avec les communautés locales pour renforcer les capacités à l'égard de ce qu'est le leadership participatif, ce qu'est réellement la démocratie, avant d'arriver au moment où un groupe de femmes peut vraiment imaginer cela comme faisant partie de leur vie. Avant que les femmes ne puissent s'arrêter et dire « Eh bien, vous savez quoi, je ne peux plus supporter cette maltraitance » ou « Je ne vais pas voter comme mon mari le veut ». Ce n'est pas un processus mécanique. Il s'agit de rompre des cercles vicieux qui sont transmis de génération en génération et qui sont reproduits non seulement à la maison, mais aussi dans les écoles et les médias. Nous savons très bien que cela est extrêmement difficile. Pour une participation accrue des femmes, ce qu'il faut est la pression, la mobilisation, le discours, les interactions, les coalitions, être active dans les syndicats, syndicats professionnels, syndicats ouvriers, groupes de médias, tout pour qu'elles y soient présentes, pas seulement en tant que femmes, mais aussi en tant que femmes professionnelles à part entière. Ouvrir des canaux et créer des alliances avec des groupes d'hommes est crucial. Nous ne pouvons pas y échapper. Sinon, le mouvement de femmes restera isolé et exclu des constructions politiques traditionnelles des pays.
Soyons honnêtes, les intégristes ont envahi le monde virtuel bien avant nous. Il est maintenant plus que jamais important d'y être présente et de nous assurer que cet outil est de plus en plus accessible à nos électeurs et qu'il augmentera leur nombre. Nous devons montrer le lien entre notre absence du processus démocratique et l'impact que cela a sur la vie de notre population. Au Nigeria, 60% de nos femmes accoucheront en l'absence d'une accoucheuse. Comment est-ce possible, 12 ans après la mise en place de notre système démocratique? Nous devons montrer le lien entre cette absence, l'incapacité de notre gouvernement de répondre aux besoins des femmes, et l'absence des femmes à la table de prise de décision. Les droits des femmes doivent être institutionnalisés. Les médias jouent bien évidemment un rôle très important pour montrer le lien entre les droits des femmes et les droits humains. À moins que ce lien entre les droits des femmes et les droits de tous les citoyens à un État démocratique qui respecte tout le monde, sans égard à leurs différences, ne soit établi, la démocratie sera tronquée. Ce sera une démocratie pour les hommes et non point pour les femmes, et cela n'est pas une démocratie. Regardez ce qui s'est passé au mouvement de l'opposition en Iran. Maintenant, les hommes iraniens ont enfin compris qu'on ne peut séparer les droits des femmes de la question de la démocratie. Mais j'espère qu'il ne nous faudra pas 30 ans de régime théocratique pour faire passer ce simple message aux autres pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Je crois que l'atout principal, c'est que nous considérons que notre cause est juste. Elle est juste. Et quand on est sûr du fait que notre cause elle est juste, eh bien, on peut la défendre vis-à-vis de tout le monde. Alors que je regarde vers le futur, j'espère que les hommes regarderont dans leur cœur et sauront que le processus démocratique n'a aucune valeur si les femmes en sont exclues. Ils se doivent de s'appliquer à créer des alliances avec les femmes pour qu'une véritable démocratie basée sur l'égalité entre les femmes et les hommes devienne la réalité pour les peuples de la région. Mon plus grand espoir est que la discrimination disparaîtra parce qu'elle déshumanise les gens et que chaque Égyptien se sentira un être humain égal, utile, productif et puissant. On disait que les peuples arabes sont résignés, ils sont sortis dans la rue, ils ont protesté. Et je crois que ça, il faut en tenir compte. Tous les gouvernements à venir doivent en tenir compte. Et on ne peut qu'aller vers l'avant, malgré les difficultés, malgré ce qui se passe. Je suis sûre qu'on ira vers l'avant. Nous apprenons aux enfants qu'ils ont une voix qu'ils peuvent faire entendre, parce que beaucoup d'entre eux ont été élevés comme suit. Non, tu ne peux pas parler. Non, tu dois avoir peur. Non, il va venir après toi. Nous les poussons maintenant à avoir une voix et à dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon plus grand espoir est cette nouvelle génération, parce que je pense que c'est une nouvelle génération qui a été élevée avec des attentes. Avoir le choix et vivre dans la dignité. Nous ne nous tairons pas, nous ne resterons pas à l'écart. C'est incroyable ce que nous voyons ici, parce que nous n'aurions jamais cru que les femmes en Libye allaient vraiment protester. Presque toutes ces femmes manifestent pour la première fois de leur vie. Nous les avons vues sur nos écrans de télé, sur Internet. Nous avons entendu leur voix. Elles ne veulent pas du même règne que celui de la génération de leurs parents. Nous voulons amener ce pays vers le futur. Nous ne rebrousserons pas chemin. Même si les hommes abandonnent, les femmes continueront la révolution. Nous savons que notre cause est juste. Nous sommes engagés. Nous sommes inspirés. Nous allons nous battre. Et nous obtiendrons nos droits.